Hello tout le monde! Bienvenue à cette série de vidéos dans laquelle je vais vous présenter 4 saboteurs du bien-être et de la santé. Alors ce sont 4 saboteurs que je retrouve le plus fréquemment en consultation naturopathie et je trouvais qu'il était important d'en parler parce que souvent c'est mis de côté, balayé un petit peu sous le tapis. Alors pour moi, ces 4 saboteurs sont des bases de la vie courante. D'ailleurs, je pense que c'est pas que pour moi, c'est pour tout le monde. Sont des fondements importants, essentiels. Et pourtant, la majorité des personnes soit les ignorent, soit les balayent de côté, comme je le disais, ou les acceptent aveuglément. Et j'ai choisi vraiment ces 4 saboteurs parce qu'ils ont en commun plusieurs critères. Le premier, c'est que ce sont des phénomènes de masse, c'est-à-dire ce sont devenus, tous les 4, des événements culturels, sociétaux. Tout le monde adhère parce que tout le monde le fait, c'est-à-dire que tout le monde va suivre ces phénomènes. C'est devenu une norme sociétale et ils sont 100% éloignés de, on va dire, notre essence profonde, notre nature profonde. Il y a un peu l'effet troupeau-mouton. La deuxième chose qui est en commun avec ces 4 saboteurs, c'est que personne n'a vraiment envie d'en parler. Personne n'a vraiment envie d'en parler parce que, d'une part, certaines personnes ont honte, c'est-à-dire qu'elles savent très bien qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, et pour autant elles les intègrent quand même dans leur quotidien. Et puis d'autres personnes, tout simplement, ne se rendent pas compte ou n'ont pas tous les éléments, ou alors les occultent de leur esprit parce que ça les arrange. Et donc, ou alors estiment que c'est pas suffisamment important, que c'est trop basique, et donc, hop, ça, on met ça de côté. Et je remarque en cabinet que beaucoup de personnes vraiment n'ont pas envie de voir ou de changer ces habitudes-là. Comme je vous disais, au mieux par ignorance, au pire, en connaissance de cause, par fainéantise, voire par peur de déviance sociale. Peur de ne pas faire comme les autres. Et on verra jusqu'où ça peut aller. Et enfin, je dirais que ce que je remarque beaucoup, qui est commun à ces 4 saboteurs, c'est que la plupart des personnes minimisent ou ne se rendent pas bien compte de l'impact des effets néfastes que ces saboteurs peuvent avoir sur leur corps, sur leur mental bien évidemment. Et quand je parle d'impact, je parle d'étendue des dégâts, de profondeur, de durabilité. On est vraiment sur du long terme, des choses qui s'adressent à tous les systèmes du corps, c'est-à-dire que ça va avoir une répercussion sur tous les systèmes du corps. Et la plupart des gens, ils connaissent les effets superficiels ou les effets négatifs, on va dire, à court terme, mais n'ont pas peut-être la connaissance de ce qui est plus profond, plus long terme. Donc, je vais les citer sans plus tarder. Il s'agit de la malbouffe en numéro 1 et je parlerai plus particulièrement du sucre qui est hyper important et qui est complètement sous-estimé. Deuxième, ça va être le béton, c'est-à-dire l'environnement dans lequel on vit. Troisième, ça va être le digital. Là, je ne vous fais pas un dessin, je pense que tout le monde sait de quoi je veux parler. Et quatrième, ça va être le stress ou la charge de stress que l'homme, la femme de 2025 vit actuellement. Alors, il y en a plein d'autres. J'aurais pu vous citer la sédentarité, j'aurais pu vous citer les polluants, j'aurais pu vous citer le manque d'oxygénation, j'aurais pu parler des pesticides. On pourrait aller très très loin, le manque de sommeil, c'est pas l'idée. L'idée, c'est qu'en fait, je voulais vraiment revenir sur 4 choses qui me semblent être d'une urgence absolue à remettre en cause dans la vie de la plupart des personnes, parce qu'elles ont en commun aussi de créer une accoutumance. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que ce sont des drogues. Voilà, utilisons les mots comme ils se doivent. Ce sont des drogues. On peut devenir accro au sucre,
on peut devenir accro au digital, on peut devenir accro au stress parce qu'il y a une sorte d'emballement qui fait que on veut toujours aller de l'avant et on se laisse emporter dans le tourbillon, et c'est aussi une norme sociale. Et on peut devenir accro au béton dans le sens où, alors celui-là il est un petit peu moins évident, mais dans le sens où on va s'habituer de façon sournoise et lente à un environnement qui n'est pas adapté à nous, en tout cas pas à 100% du temps. Donc, je trouvais que de ce point de vue-là, ces 4 saboteurs étaient hyper importants à mettre en avant, en priorité, même si le reste, il y a plein d'autres facteurs hyper importants aussi. Mais ceux-là, moi, me dérangent profondément parce que ce sont des bases qui sont complètement ignorées par la plupart des gens. Et l'autre point commun, c'est que les 4 nous dénaturent. C'est-à-dire ça nous déshumanise en tant qu'être humain. On souffre, si vous voulez, d'une forme d'amnésie, comme si on avait complètement oublié, ou qu'on choisissait d'oublier, qu'on était animal, qu'on appartenait à un environnement naturel, qu'on était issu de ça, et que sans la nature, on n'irait pas bien loin. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas respirer, on ne pourrait pas manger, on ne pourrait pas se soigner, etc. etc. Et il y a une espèce d'irrespect pour certaines personnes de la nature qui est évident. Pour d'autres, c'est une déconnexion totale qui passe par le biais de la malbouffe, du béton, du digital et du stress. Donc je vais refaire toujours ce pont entre la dénaturation et ces 4 saboteurs, entre l'accoutumance, l'effet drogue et ces 4 saboteurs. Et il y a des personnes qui vont décrocher de cette vidéo parce qu'elles sont en complaisance par rapport à ça, elles sont à l'aise avec le fait d'être dans le digital, le béton, et c'est ok, voilà, ça leur appartient. Mais toutes les personnes qui, comme vous, peut-être souffraient de ces choses-là, alors je vous encourage à écouter un petit peu plus longuement parce que je vais vraiment rentrer dans une large description des effets de chacun. D'autres personnes aussi peuvent avoir un sentiment d'être super-héros. C'est-à-dire, vous savez, c'est un peu comme la personne qui fume 20 clopes par jour depuis 20 ans, 40, 50 ans et qui se dit « jusqu'ici tout va bien, rien ne va m'arriver ». Et c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux. On n'est pas tous égaux en termes de résistance par rapport à la malbouffe, au béton, au digital et au stress. Mais voilà, ce que je constate, c'est qu'à un moment donné, ça nous rattrape quand même. Donc pour moi, ce sont des fondements de vie équilibrés, la base. Et pourtant, quand les gens s'adressent à moi en consultation de naturopathie, ils s'attendent à des solutions miracles en général. Ils me disent « ah ouais, je veux le truc », parce que la consultation déjà, elle a un coût. Alors je veux vraiment avoir un maximum d'infos et je veux le truc qui va marcher du premier coup et qui est efficace, miracle, qui va durer dans le temps et qui est durable, efficace, facile aussi, qui ne demande pas trop d'efforts. Et en même temps, je vais bien sûr continuer mes habitudes de vie, c'est-à-dire continuer la malbouffe, continuer le digital, continuer le béton à outrance et puis continuer le stress. Ou alors continuer l'un de ces 4. Je suis en train de vous dépeindre un tableau très noir, mais on peut avoir effectivement un environnement de vie qui est agréable tout en souffrant de malbouffe. Et sauf que ça ne se passe pas comme ça. On ne peut pas prendre des béquilles, des compléments alimentaires, des plantes ou faire une petite respiration. Ça ne va pas changer votre vie en fait. Ça ne va pas changer votre vie si vous continuez à vivre dans un bain immersif de sucre, d'écran, de privation de la nature et de vivre à 100 à l'heure. La seule façon pour vous de changer durablement, véritablement, profondément à sa cause, à ses racines, votre vie, pour aller vers plus de sérénité, plus de bien-être, plus d'équilibre harmonieux au niveau de toutes les fonctions de votre corps et de votre mental, c'est de retrouver votre nature humaine. Voilà. Et ce que je veux dire par là, c'est de retrouver ce qui est physiologiquement adapté et conforme à la nature humaine, à votre physiologie. Et ça passe par des rituels naturels, des pratiques naturelles. Ça demande de ralentir, de voir les choses autrement, de considérer que peut-être ces rituels, ces pratiques naturelles sont là en soutien d'une vie plus saine. Au lieu d'aller contre un problème, on va aller
en faveur d'une vie plus saine. Et ça demande bien évidemment une alimentation plus naturelle et de vivre dans un milieu plus naturel, ou tout au moins, si on ne peut pas vivre dans un milieu plus naturel, d'intégrer la nature à votre vie. On verra comment, de façon plus régulière. Et si vous êtes un être humain, c'est-à-dire humainement constitué, ce que je vous souhaite, vous n'échapperez pas à cette règle. Voilà. Si vous poursuivez ces 4 habitudes nocives, ça vous rattrapera à un moment donné, certains plutôt que d'autres. Et voilà, c'est comme ça, c'est ainsi, ça fait partie des règles du jeu d'être né ici sur cette planète. On n'échappe pas à la règle à moins d'être alien, et auquel cas, peut-être tant mieux pour vous, vu la tournure des choses de nos jours, à moins d'être complètement tellement aliéné de ces concepts de qui nous sommes au plus profond de nous et d'où on vient, que finalement, ça n'a pas d'importance pour vous et ça ne vous impactera pas et vous vivrez votre petit chemin de vie, votre bout de chemin de vie, conforme à vos valeurs à vous. Voilà. Donc dans cette première vidéo, je vais vous parler du premier saboteur qui est la malbouffe avec emphase sur le sucre. Dans les 3 prochaines vidéos, je vous parlerai des 3 autres, béton, digital et puis stress. Pour chacun, je vais commencer par exposer tous les effets néfastes qu'il peut y avoir, c'est-à-dire l'entièreté du panorama, le plus possible, j'essaie d'être la plus exhaustive possible, pour que vous puissiez comprendre véritablement le panel complet, c'est-à-dire tout ce qui va au-delà de ce que vous auriez pu imaginer en termes d'effets néfastes sur votre corps, sur vos émotions, sur votre mental et sur votre quotidien. Et je parlerai particulièrement aussi de l'effet d'accoutumance, donc l'effet drogue, et puis aussi de cette dénaturation, et comment on peut refaire le lien avec la nature. Et je mettrai l'emphase sur nos chers enfants, parce que les effets sont particulièrement délétères pour nos enfants, et bien souvent c'est eux qui en souffrent le plus. Voilà. Je vous parlerai bien sûr aussi, sur une note un petit peu plus joviale et positive, de solutions simples, efficaces. Voilà, l'idée c'est pas de vous donner une consultation, c'est de vous donner quelques clés faciles à mettre en place, efficaces, qui pourront vous mettre sur, on va dire, une bonne base pour ensuite que vous puissiez avoir les clés pour prendre en main votre propre hygiène de vie. L'idée c'est que vous puissiez vous autonomiser par rapport à ça. Et puis rappelez-vous que ces vidéos, elles sont là elles sont porteuses d'un message d'espoir. Donc l'idée, c'est pas de vous plomber, c'est de pouvoir dresser le portrait réaliste, se regarder un petit peu dans la glace aussi, faire le point par rapport à soi-même, et puis que vous puissiez ensuite agir et être acteur, actrice de votre bien-être et de votre santé. Je vais vous parler maintenant du premier saboteur qui est la malbouffe. Et je ferai une emphase sur le sucre, bien évidemment. Donc, de façon générale, aujourd'hui, en 2025, et ça fait quand même un paquet d'années, la plupart des gens mangent trop ou mal. Et je dirais même, ils mangent trop et mal. C'est-à-dire que d'un point de vue calories, ils mangent dans l'excès, il y a trop de calories, on est surnourri en mauvaises calories, et pour autant, on est dénutri, complètement dénutri en agents nutritionnels. C'est-à-dire que l'alimentation, d'une part, s'est appauvrie, et puis les choix que ces personnes font sont orientés vers des aliments qui sont vides, qui sont riches en calories, mais vides d'éléments nutritionnels importants. Donc bien entendu, je pourrais vous parler des grands classiques, je pourrais m'attarder sur des grands classiques de la malbouffe, comme le fait de faire attention à ne pas manger trop de sel, faire attention à ne pas manger trop de mauvais gras, faire attention à ne pas manger trop de mou, c'est-à-dire, on verra après ce que j'entends par le mou, ou faire attention à ne pas manger trop de plats industriels qui ont été transformés, qui sont tout pleins d'additifs. Mais je pense que la plupart des personnes sont quand même sensibilisées à ça, et puis c'est toujours les mêmes suspects qui reviennent, et d'une part vous allez vous lasser, et d'autre part voilà, on rabâche toujours un petit peu les mêmes choses. Ce que j'aimerais vraiment vous dire, c'est que c'est pas juste, la malbouffe, c'est pas juste une question de diabète, cholestérol, hypertension artérielle,
risque cardiovasculaire, surpoids, obésité, parce que souvent on a tendance à faire ce pont direct en il mange mal, donc il va y avoir une maladie de civilisation. J'ai envie qu'on rétropédale un petit peu et qu'on revienne à la base, c'est-à-dire que l'alimentation, ça devrait avant tout être une question dans votre esprit de comment je vais pouvoir trouver et ensuite ingérer tout ce dont j'ai besoin en termes de densité nutritionnelle, toute la densité nutritionnelle disponible dans cette magnifique alimentation naturelle qui va me permettre de pouvoir fonctionner, qui va permettre à mon corps de pouvoir fonctionner correctement de base. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la densité nutritionnelle ? Eh bien, ça veut dire bien sûr riche en bons protéines, bons glucides, bons lipides, c'est-à-dire protéines, gras, sucre de bonne qualité, gras de bonne qualité, et une eau de bonne qualité, mais aussi, c'est souvent complètement mis de côté, des bonnes vitamines, des minéraux, des enzymes, des antioxydants et de la chlorophylle. Voilà, il ne faut pas oublier tout ce panel-là. Souvent, on réduit l'alimentation à protéines, lipides, glucides et de l'eau accessoirement. C'est pas le cas. Et en fait, de base, comment est-ce que votre corps peut bien fonctionner de base ? C'est que s'il a tous ces agents de façon qualitative, il va pouvoir d'une part créer des bons échanges cellulaires, c'est-à-dire que la cellule va avoir tout ce dont elle va avoir besoin pour créer de l'énergie dans votre corps et de l'énergie à votre échelle tous les jours, de pouvoir rebondir et aller de l'avant et avoir envie de faire les choses. Donc de bons échanges cellulaires. Votre corps va avoir tout ce dont il a besoin pour donc nourrir tous vos tissus, tous vos organes correctement, physiologiquement de façon, on va dire, adaptée, et pour permettre aux petits de grandir, et j'entends par petits les enfants, et aux grands de se réparer correctement. D'avoir cette densité nutritionnelle pour avoir un intestin sain, et ça, on va voir que ça a un énorme impact. Si l'intestin n'est pas sain, on part dans toutes sortes de directions qui ne sont pas très très bonnes pour l'avenir. Et d'avoir aussi un sang et une lymphe, donc des liquides du corps qui sont propres et allégés. On va voir un petit peu ce que j'entends par là. Allégé en toutes sortes de choses, toxines, sucre, entre autres, et propre, clean. C'est-à-dire que le sang, lui, va aller s'adresser à toutes les parties du corps, tous les organes, tous les tissus. C'est, on va dire, les petites routes qui amènent, les chemins qui amènent vers tous les endroits du corps. Donc on a tout intérêt à ce qu'il soit clean, allégé. La lymphe aussi. Et ça veut dire aussi avoir cette densité nutritionnelle qui puisse permettre à nos organes de détoxination principaux d'être eux-mêmes, d'avoir eux-mêmes tous les outils dont ils ont besoin pour bien détoxiner. J'entends par là principalement le foie et les reins, ne sont pas les seuls, mais on va dire d'avoir un foie et des reins au top, parce qu'ils sont à la fois nourris dans tout ce dont ils ont besoin nutritionnellement pour faire leur job, de créer tout plein de substances. Et ils auront donc la capacité aussi de détoxiner correctement toutes les toxines. Il faut savoir que à travers le foie en particulier, mais tout plein d'autres endroits dans le corps, on va utiliser tous les agents nutritionnels, vitamines, minéraux, enzymes, antioxydants, chlorophylle, pour créer des hormones. Pour créer des hormones de toutes sortes qui aident à tout notre appareil hormonal, à tout notre arbre hormonal, à toutes nos glandes hormonales, et créer des hormones sexuelles aussi, pour créer des éléments de base comme des agents immunitaires. Sans une alimentation équilibrée, vous n'allez pas pouvoir avoir, on va dire, une bonne production d'hormones sexuelles, d'hormones, et puis d'agents immunitaires pour vous défendre tout simplement. Donc, et c'est à partir de ces bases essentielles qu'ensuite on pourra indirectement agir sur le diabète, le cholestérol, l'obésité, le surpoids,
etc., etc. Voilà, vraiment à partir de ces bases-là. Mais souvent, je trouve que le pont, il est trop fait entre « Ah ben oui, malbouffe égale surpoids, malbouffe égale obésité, malbouffe égale maladie de civilisation ». Non, il faut penser à tout ce qui vient avant et qui est essentiel. Alors là, mon focus aujourd'hui, ça va être de parler du sucre. C'est un peu le cheval de bataille. Même si ce n'est pas une bataille en soi, c'est un peu, voilà, par moments ça peut, je suis extrêmement sensible à ça parce que je vois les dégâts que ça fait et donc j'aimerais prendre le temps de vraiment vous sensibiliser au fait que, le sucre est partout. Et ça, souvent, les gens ne s'en rendent pas compte. Le sucre, il est infiltré de partout. Alors, on ne peut pas faire sans sucre, c'est pas possible. Mais c'est pas juste le bonbon, la confiserie, ça va être les sucres rapides, bonbons, confiserie, mais aussi les sucres lents de mauvaise qualité, c'est-à-dire tout ce qui est blanc, pâteux, auquel on a enlevé le germe, l'enveloppe, donc des céréales qui sont blanches, raffinées en fait, en particulier les céréales. Donc ça va se retrouver absolument partout dans votre quotidien, que ce soit les confiseries, les pâtisseries, que ce soit les viennoiseries, que ce soit le pain, la pâte à pizza, la farine qui est raffinée, la pâte à tarte, le burger, le pain à burger. Et puis aussi, on va aller plus loin dans tous les plats industriels qui ont été additionnés, dans lesquels on retrouve plein d'additifs, et en particulier le sucre, qui peut être utilisé comme un conservateur. Je vous donne un exemple, mais dans la plupart des des conserves de petits pois, on va retrouver un nombre incalculable de morceaux de sucre dans le liquide. Donc, soyez conscients, conscientes qu'il y en a partout. Et vraiment, j'encourage les gens, j'en parlerai un peu plus tard, à lire les étiquettes quand ils achètent des produits tout faits ou même des produits en conserve. Parce que ça s'infiltre partout. Et c'est en ça que j'appelle ça une drogue, en fait. C'est sournois et ça crée une réelle accoutumance. Et partout où on va, il faut se rendre à l'évidence aujourd'hui que les business qui ont le plus de succès au niveau alimentaire, c'est les boulangeries, les fast-foods, tout ce qui va servir du sucre rapide ou du sucre lent. J'entends par là les endroits qu'on trouve sur le bord de la route où on peut acheter des bagels, des pizzas, des burgers, les boulangeries. J'ai envie de dire, si vous avez envie de vous reconvertir dans un business qui marche, misez là-dessus, vraiment, parce que c'est là où on va retrouver le plus de voitures arrêtées dans les parkings. C'est de la consommation rapide, c'est de la consommation qui cale, c'est de la consommation alimentaire qui séduit le cerveau parce que du coup, il a son apport en glucose et est super content, mais c'est creux, c'est calorique et on n'a pas cette densité nutritionnelle dont je vous parlais. Et je trouve ça super intéressant qu'en France, sachant qu'il y a une tradition quand même d'excellence culinaire depuis plusieurs siècles, on en soit arrivé à ça, à ce degré de facilité et de notoriété de ce genre d'établissement alimentaire, on va dire. Tout est mou et tout est sucré. Voilà, donc le mou, c'est le pain à burger, c'est le bagel, c'est la pâte à pizza, tout est mou. Donc du point de vue de la mastication, aïe aïe aïe, attention, vous savez que la mastication de choses croquantes, craquantes est hyper importante. Demandez à n'importe quel ostéo, n'importe quel dentiste qui s'intéresse à l'occlusion et au placement des dents, on a besoin de croquants. Et tout est sucré, et attention diabète, attention carie, quoi. C'est les premières choses qui me viennent à l'esprit. Il faut savoir aussi qu'en 2025, un être humain adulte va à peu près ingérer, il y a des études qui sont sorties, à peu près ingérer son poids en sucre par an, en glucose. C'est énorme. On ne se rend pas compte, mais c'est énorme. Son poids en sucre par an. Donc pour un adulte, on va dire poids moyen, 70-75 kilos par an de sucre. Alors qu'il y a 100 ans, en 1925, les gens avaient moins accès à ces choses-là, c'était 30 fois moins. 30 fois moins. On était à peu près à 2 kilos de sucre par an. Donc c'est sûr que les conditions de vie n'étaient pas les mêmes, on était beaucoup rationnés. C'est pas pour revenir là-dessus. Mais l'exposition au sucre, elle a
exploser. Et aujourd'hui, on intègre ça dans nos assiettes comme si c'était normal. À l'époque aussi, on mangeait du sucre pour des occasions spécifiques. Aujourd'hui, c'est partout, tous les jours. Donc imaginez votre corps, si on prend un corps de 75 kg, comme une masse de sucre ambulante, gluante, sirupeuse. Et forcément, il va y avoir des impacts. Donc on va rentrer maintenant dans les impacts. Au niveau déjà de la bouche, de la santé buccale. Un apport trop sucré dans la bouche, ça va ravir vos bactéries de bouche qui vont être absolument joyeuses et qui vont malheureusement faire développer plus de bactéries pathogènes. Et on sait très bien que le sucre en bouche, ça crée énormément de caries, ça crée énormément d'inflammation, ça crée une prolifération de bactéries bien cachées tout là-haut dans vos gencives et qu'à terme, ça crée une inflammation chronique qui va amener vers de la parodontite, un déchaussement des dents. Et ça ne se passe pas que chez les personnes âgées, c'est chez les personnes de plus en plus jeunes. Et malheureusement, on va retrouver beaucoup d'infections dans la bouche, d'infections buccales qui sont évidemment en lien avec cette prolifération bactérienne. Et malheureusement pour nous, la bouche, elle est poreuse. C'est-à-dire que la bouche laisse tout passer dans le corps. Et on sait aujourd'hui, on sait très bien le lien entre la bouche et des infections, on va dire systémiques qu'on va retrouver dans le corps. Et en particulier, on sait très bien, on connaît très bien le lien très délicat des infections buccales avec les infections du cœur en particulier. Toutes les personnes qui ont des conditions au niveau du cœur doivent faire extrêmement attention à leur santé buccale. Et ça passe évidemment par réduire l'apport en sucre. Ensuite, on va avoir la santé de l'intestin. Fondamentale. Complètement mis de côté, le sucre va perturber votre milieu intestinal au plus profond. C'est-à-dire que, d'une part, tout sucre que vous allez apporter à votre flore bactérienne va complètement la déstabiliser si c'est en excès. Donc la flore bactérienne, elle est là pour assurer notre santé. On a à peu près 1 kg de bactéries dans notre intestin. Sans elle, on ne pourrait pas vivre. Mais dès qu'il y a un sucre, que ce soit un sucre de bonne qualité ou pas, et donc pire quand c'est pas de bonne qualité, elle va se mettre à fermenter. Et le mauvais sucre ou le sucre en excès va la faire énormément fermenter, il va y avoir des transformations de la population bactérienne, on va se retrouver avec des bactéries pathogènes qui prolifèrent tout comme dans la bouche et qui vont vous créer pas mal de désordres digestifs. Entre autres, et ça c'est le moins pire, j'ai envie de dire. Et donc il faut savoir aussi que la flore bactérienne elle est en lien avec l'immunité. Donc on va créer des déséquilibres immunitaires juste là dans l'intestin. Ensuite, il faut savoir que plus on a de sucre dans l'intestin, plus on crée une prolifération de champignons. Le plus connu, c'est le candida albicans. Donc on a une recrudescence de personnes avec de la candidose. Donc tout un tableau qui est classiquement créé par l'apport de sucre en excès. Et en plus, dans la candidose, on a cet appel de sucre en permanence parce que l'intestin envoie un message au cerveau qui demande encore plus de sucre à ingérer. Donc c'est le serpent qui se mord la queue et souvent il faut vraiment un régime, on va dire radical d'exclusion de sucre pour pouvoir s'en sortir. Ensuite, si la flore bactérienne est déstabilisée, s'il y a beaucoup de flore pathogène, si on a beaucoup de champignons, on va indirectement impacter tout l'écosystème, enfin on va directement impacter tout l'écosystème intestinal, mais on va indirectement impacter aussi la paroi intestinale. Alors, la paroi intestinale, elle est impactée par d'autres facteurs, comme les gens qui sont sensibles au gluten par exemple, ou les gens qui sont sensibles aux protéines des produits laitiers, entre autres. Mais on va dire que l'apport de sucre ne va pas aller dans le bon sens. Ça crée un environnement d'inflammation, ça crée un environnement pathogène qui ne va pas aller dans le bon sens d'une paroi intestinale bien soudée. Et donc, beaucoup d'études cliniques montrent aujourd'hui qu'une paroi intestinale poreuse, c'est comme la bouche qui est poreuse, qui laisse passer par les tissus, par le sang, des substances qui ne devraient pas être là. Donc on a beaucoup de substances qui passent de l'intestin à travers la paroi dans le sang. Le sucre
est partiellement responsable de ça, et ça va créer énormément d'inflammation dans le corps. Alors au mieux vous aurez des douleurs articulaires et de l'acné au niveau de la peau, enfin ça se répercute sur la peau, ça se répercute sur les articulations, ça se répercute dans le sang, ça se répercute sur tous les organes, ça se répercute, voilà, ça se ventile en fait partout. Et au pire vous aurez des allergies, voire des maladies auto-immunes. On sait que le départ de beaucoup de maladies auto-immunes, c'est un intestin qui est déséquilibré, un écosystème intestinal qui est déséquilibré, et le sucre fait partie des distracteurs ou des détracteurs. Et enfin, on sait qu'il y a des neurohormones dans l'intestin qui sont essentielles à notre bien-être, et je pense en particulier à la sérotonine, et elles sont synthétisées, créées dans notre intestin. Et ensuite, elles vont faire leur job au niveau cérébral. Si vous avez un écosystème intestinal qui est déséquilibré, vous allez forcément impacter la bonne création de ces neurohormones, et ça va impacter le moral, le calme, la sérénité. Voilà quelques petites choses sur l'intestin. Donc vous voyez à quel point ça peut aller loin. Ensuite, on a la santé du sang. Plus il y a de sucre dans le sang, plus, on la connaît l'histoire, la glycémie est élevée, plus on se met en situation de prédiabète, voire de diabète. Et le diabète, c'est une condition de santé qui est grave, qui est importante et qui présente des risques vitaux quand même. Si ce n'était pas le cas, les gens ne prendraient pas des médicaments. C'est très sérieux. Donc, c'est important de savoir, bon ça je pense que tout le monde le sait, que toute consommation de sucre en excès va vous amener vers ces maladies de civilisation qui sont potentiellement à danger vital pour vous. Et après, le sang étant trop chargé en sucre, ça va à terme créer ce qu'on appelle une résistance à l'insuline des cellules, de vos cellules, c'est-à-dire que votre sucre qui devrait aller nourrir vos cellules ne va plus pouvoir entrer dans les cellules, et ça va renforcer la quantité de sucre dans votre sang. Donc, à terme, on va avoir des déséquilibres au sein de nos petites cellules qui sont essentielles pour créer de l'énergie dans le corps. C'est elle qui héberge tout notre patrimoine génétique, c'est elle qui héberge le mécanisme de production d'énergie dans notre corps. Donc si on n'a pas le sucre, si on n'a pas un minimum de sucre dans les cellules, on est affamé, on est fatigué, on est épuisé, et on va certainement pas avoir de peps ni d'énergie. Ensuite, il y a la santé du foie. Il faut savoir que le foie, il gère évidemment le sucre, il le stocke dans un endroit, il a une certaine capacité de stockage. Sauf que quand cette capacité de stockage, quand le cagibi est plein et qu'il y en a ras la casquette, il va, par un mécanisme physiologique, transformer ce sucre en gras. Je répète, transformer ce sucre en gras. Ça, la plupart des personnes l'ignorent. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve en obésité, en surpoids, en ayant mangé du sucre, évidemment des mauvais gras aussi, mais parce qu'il y a à partir d'une substance sucre-glucose, quand elle est en excès, elle se transforme en gras. Et là, on va rencontrer toutes sortes de problèmes, en particulier le foie gras. Voilà, nous allons avoir un foie gras. Et ensuite, évidemment, quand il y en a trop, c'est rebalancé dans la circulation sanguine et ça va se déposer comme des plaques de gras dans vos artères. Et créer un risque cardiovasculaire, notamment risque d'infarctus, notamment risque d'AVC, d'accident vasculaire cérébral, etc. etc. Faut savoir aussi que quand le foie est impacté par, soit il est ralenti par trop de sucre, soit par trop de toxines, par trop de médicaments, trop d'alcool, mais le sucre en fait partie, il va ralentir ses fonctions de détox et il va ralentir sa capacité à traiter les déchets, les toxines du corps, que ce soit des médicaments, des vaccins, de l'alcool et aussi des déchets d'hormones. Donc, je pense particulièrement aux cancers hormonodépendants qui, bien souvent, sont retrouvés chez les personnes dont le foie n'a plus la capacité à évacuer les déchets d'hormones et elles restent dans l'organisme, elles sont réabsorbées dans le sang et elles vont se loger dans certains tissus du corps.
Ça fait déjà pas mal, n'est-ce pas? Ensuite, on va parler au niveau du cerveau. Le sucre, c'est la nourriture première du cerveau. Donc, il en faut du sucre, évidemment. C'est pas le sujet de dire qu'il en faut pas. C'est l'excès de sucre qui pose problème. Le cerveau a besoin de, je crois que c'est 4 grammes de glucose par heure pour fonctionner correctement. Mais quand il y en a trop, on sait que ça crée une accoutumance. Donc toutes les personnes qui ont des boulimies de sucre ou des fringales de sucre vous diront que le sucre nourrit le sucre. Le cerveau, à un moment donné, va demander plus de sucre et il ne va plus pouvoir s'arrêter. Ça devient obsessionnel, ça devient une mission de vie, comme une drogue. Voilà. Et c'est en ça que je parle d'accoutumance de drogue, comme une drogue, tout comme la personne qui est accro à l'alcool dans lequel on va retrouver du sucre, ou accro à toute drogue, autre drogue dure. Pour moi, le sucre est une drogue dure quand il est pris en excès, qu'on rentre dans un mécanisme de dépendance. J'ai expérimenté personnellement ça à une époque de ma vie de boulimie. Je sais ce que ça fait dans le corps, je sais ce que ça fait au cerveau, on devient obsédé par ça et toute notre vie tourne autour du fait d'aller s'acheter des barres de sucre pour nourrir ce besoin, cet appel. On sait en plus, grâce à des études cliniques récentes, que la glycémie élevée est un des facteurs favorisant Alzheimer, qui est une maladie neurodégénérative au niveau du cerveau. On sait qu'il y a plein d'autres facteurs, évidemment, de remodulation des neurones qui font que Alzheimer est une pathologie, on va dire, très fréquente de nos jours. Mais les nouvelles études montrent que la glycémie élevée y participe aussi. Pensez aussi chez nos chers enfants, chez les petits-enfants, au cas de hyperactivité avec déficit de l'attention. On sait que trop de sucre va venir exciter ce système nerveux, le mettre avoir vraiment un impact sur le cerveau qui n'est pas bon du tout. Ensuite, on va avoir la santé pondérale, c'est-à-dire le surpoids et l'obésité. Je vous disais que le sucre en excès se transforme en gras. Donc oui, chez ces personnes qui atteignent des niveaux de surpoids et d'obésité importants, le gras va avoir une prépondérance. Il faut savoir que qu'est-ce qui adore se loger dans les tissus gras? Ce sont les toxines. Qu'est-ce qui adore se loger dans les tissus gras? Ce sont les cellules cancéreuses de cancer hormonodépendant. Je cite que quelques exemples. Donc, on est dans une logique gras face à des pathologies, face au fait qu'on a un corps avec trop de toxines ou des cellules de cancer hormonodépendantes, mais à la base, il y a souvent un problème de sucre. Et faut savoir que le cancer hormonodépendant, c'est dans des zones de gras comme les seins ou comme la prostate, par exemple. Et on sait qu'il y a plus de risques de développer ces formes de cancer chez des personnes qui sont en surpoids. Après, une personne en surpoids, elle ne va pas avoir que des tissus gras, elle va aussi avoir, comme dans le diabète d'ailleurs, les deux vont ensemble, des liquides du corps qui sont trop riches en sucre, donc qui sont presque sirupeux si vous voulez, qui sont chargés. C'est en ça que je parlais du sang propre, clean, allégé tout à l'heure. Là, on va avoir un sang chargé en toxines, en sucre, et une lymphe aussi chargée en déchets. Et ça va ventiler dans tout le corps et impacter tous nos organes. 2 derniers points, parce que ça commence à faire beaucoup. Il y a des nouvelles études cliniques qui montrent que toute ingestion de sucre rapide met en suspens, en shutdown, le système immunitaire pendant quelques heures. Donc imaginez, ponctuellement, pour fêter quelque chose, ça va. Mais imaginez chez une personne qui prend du sucre rapide à tout va, tout au long de la journée. Vous faites un shutdown de votre système immunitaire pendant plusieurs heures, voire en continu. Ça peut pas être bon. Et pour terminer, je dirais le lien sucre-cancer. Les études cliniques montrent que le cancer, les cellules cancéreuses se nourrissent de sucre. Donc encore une fois, le sucre, il est essentiel pour le corps. Il en faut un minimum pour créer de l'énergie, pour que le cerveau, le corps fonctionne. Mais quand on est dans des excès de sucre, on va se retrouver
Et quand on a un terrain vraiment d'inflammation et qu'on a, on a eu des pathologies, on va dire, morbides, on peut se retrouver plus à risque. Et il faut savoir que les cellules cancéreuses aiment le sucre. Et je trouve ça vraiment très consternant que dans certains hôpitaux, on offre du Coca-Cola après des séances de chimio, par exemple, ou des barres chocolatées. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et fort heureusement, il y a plein d'établissements médicaux où ça n'est pas le cas, parce qu'il y a cette conscience que peut-être il est temps de trouver du plaisir alimentaire autrement, voilà, et du réconfort post-chimio peut-être autrement. Voilà, donc ça fait une longue liste, et certainement qu'elle n'est pas entièrement exhaustive, mais l'idée de cette vidéo, c'est de pouvoir vous sensibiliser à tous les possibles en fait, et pas juste rester sur sucre égal surpoids, obésité, parce que ça va bien au-delà. Et plus on en est conscient, plus on est éduqué par rapport à ça, plus on est dans la connaissance par rapport à ça, plus on peut se prendre en charge, et mieux on comprend aussi le lien que certains aliments peuvent avoir sur notre corps, et plus vous serez en mesure de dire je me prends en charge en fait, je me responsabilise, et je décide de faire ce pas en avant, de limiter ma quantité de sucre à certaines occasions, parce que oui, ça fait partie du plaisir, et ça fait partie... on a le droit de se faire plaisir, c'est important pour avoir une vie agréable aussi, mais c'est l'excès dont je parle. Alors j'aimerais toucher un mot sur les enfants et le sucre. Le pire, c'est vraiment les enfants, parce que je peux le dire, nos enfants sont drogués au sucre, ou du moins, on drogue nos enfants au sucre, et c'est fort dommage. Malheureusement, les premiers responsables, en général, ce sont les parents et les écoles. Pas forcément consciemment d'ailleurs, souvent parce qu'ils ne se rendent pas compte de l'infiltration du sucre et à quel point il est partout, dans tous les produits. Et à la limite, s'ils sont conscients, c'est pire. Et j'espère que cette vidéo pourra peut-être... leur faire ouvrir les yeux sur tous les risques potentiels que leurs enfants peuvent endurer, parce qu'ils ne sont pas exempts. Et le souci, c'est que c'est une norme culturelle, c'est une norme sociale. Moi, j'entends beaucoup, mais c'est convivial, c'est festif. Ah, on ne peut pas leur dire non. Ça fait plaisir, et ça, on voit que les gens, ça leur fait plaisir de donner des bonbons, du sucre rapide en particulier, ou des pizzas, des pâtes, du burger, du ce que vous voulez. Ça leur fait plaisir de donner ça à leurs enfants, comme si c'était une récompense en fait. Et aujourd'hui, je peux le dire, c'est devenu socialement inacceptable, insupportable. Je le vois chez les gens, de dire non à leurs enfants pour le sucre. Et je parle de la majorité des gens. C'est, si un enfant, on lui refuse du sucre face à un groupe d'autres enfants, c'est pas accepté. Et croyez-moi, j'en sais quelque chose, puisque j'ai un exemple vivant dans ma vie avec mon propre fils qui ne peut pas ingérer certaines quantités de sucre pour de certaines raisons. Et je vois socialement les écueils auxquels il fait face, c'est quand même ahurissant. Les gens ont de la peine pour lui, le pauvre, mais c'est tellement terrible, il est brimé, il est privé. Mais non, il n'est pas privé, il n'est pas brimé. Et ne vous inquiétez pas, on s'arrange pour qu'il puisse avoir des petits plaisirs de temps en temps, il n'y a pas de souci. Mais l'excès de sucre, moi je dis non. Et quand les gens me disent « Ah, mais c'est une exception, on ne leur donne pas tant de sucre à nos enfants », je leur dis « Mais non, en fait c'est non-stop, comptez et vous verrez, parce que entre les goûters fourrés, on n'a qu'à ouvrir n'importe quel cartable pour voir les bonbons fourrés, les gâteaux fourrés, les bonbons, etc., tous les jours, aux mêmes 4 heures, voire le matin. Entre les anniversaires avec le bon fondant au chocolat et pléthore de bonbons partout, parce qu'en général, aux anniversaires, on ne trouve pas franchement beaucoup de fruits ou beaucoup d'aliments sains. Entre les fêtes d'Halloween avec les bonbons, entre les chocolats de Noël, entre la galette du mois de janvier, la crêpe du mois de février, les bonbons du carnaval, les chocolats de Pâques, je m'essouffle. Et j'oublie aussi, bien évidemment, les mariages et les baptêmes avec les dragées et la pièce montée. En gros, c'est pas l'exception. Il y en a tout le temps, à tout moment,
tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Et c'est là que c'est grave. Ponctuellement pour se faire plaisir, oui, bien sûr. Mais tous les jours non-stop, eh bien non, désolé, les enfants sont drogués au sucre. Et c'est pas parce qu'ils sont jeunes, c'est pas parce qu'ils sont beaux, c'est pas parce qu'ils sont tout neufs, c'est pas parce qu'ils sont tout remplis d'eau, pulpeux, qu'ils sont invincibles en fait. On les met en danger quand il y a ces quantités de sucre-là qui sont ingérées. Et pensez en priorité au caries, pensez en priorité au diabète, à l'obésité, parce que c'est de plus en plus important, on le voit de plus en plus chez les jeunes enfants, et pensez aussi au syndrome de déficit de l'attention avec hyperactivité, ou tout simplement de déficit de l'attention même sans hyperactivité. Et c'est dommage parce qu'ils passent à côté de tout plein d'opportunités d'éduquer leur palais avec des saveurs, des goûts différents, variés, de trouver du plaisir autrement, parce que malheureusement ils sont accros au sucre. Et donc vous verrez n'importe quel enfant, il va vous demander de plus en plus de sucre et il va être déçu, il va faire une crise de nerfs si vous lui donnez pas de sucre, s'il a été habitué, accoutumé à ça. Et c'est super difficile, après les parents ils sont embêtés parce qu'ils disent mais je sais plus comment dire non en fait. Et souvent j'ai des parents qui me disent ah ils mangent pas de légumes, les écoles aussi, ah ils gaspillent des légumes. Ben tu m'étonnes. Et oui forcément, ils ont tellement ce message sucre-cerveau, que pourquoi ils auraient envie d'aller expérimenter autre chose. Leur cerveau a la nourriture de base qu'il lui faut, sauf que bon, derrière, tout va à volo, quoi. Et c'est souvent ce que je remarque, c'est que c'est des parents qui ont été un petit peu démissionnaires, qui n'ont pas fait attention aux étiquettes sur les boîtes de biscuits, qui n'ont pas fait attention peut-être à diversifier suffisamment l'alimentation, à oser mettre de l'ail, de l'oignon, des épices, des légumes de toutes sortes dès le plus jeune âge, parce que c'est vraiment ce créneau-là qu'il ne faut pas louper. Des textures différentes, variées, pas que du mou, mais du craquant. C'est des parents qui ont peut-être démissionné parce que la première fois qu'ils ont présenté un aliment, l'enfant a fait une grimace et ils n'ont pas osé aller plus loin. Mais c'est ça aussi d'être parent, c'est d'oser représenter un aliment sous une autre forme. C'est oser insister quelque part. Et insister, c'est pas une méthode d'obligation, c'est une façon de dire je t'offre quelque chose de sain, on va le préparer autrement, on va le broyer, ou on va ajouter un petit peu une épice, ou on va ajouter un petit peu un aromate, ou on va le couper en petits morceaux, on va faire une petite assiette rigolote. Il y a souvent ce truc d'aller vers la facilité, la rapidité, et on revient au fast-food, on revient au j'ai pas le temps, on revient au mode de vie du stress, d'être toujours à 1000 à l'heure. On ne prend pas le temps du plaisir culinaire, et si on ne le prend pas pour nous, pourquoi on le prendrait pour nos enfants ? Et en fait, le mot de la fin, ça va être que ce sucre, il nous dénature à tout niveau. Cet excès de sucre nous dénature à tout niveau, et que si on reprend la base de la base, c'est-à-dire la physiologie de base de l'être humain, c'est-à-dire Cro-Magnon. Cro-Magnon, il n'aurait pas encaissé ça. On n'est pas fait pour encaisser ça. C'est quantité. Cro-Magnon, il mangeait très peu de sucre finalement, il mangeait très peu la saveur sucrée. Alors évidemment les fruits, les baies, mais c'était saisonnier. Et évidemment de temps en temps il voyait un dessin d'abeille et il pouvait peut-être récupérer un peu de miel. Mais la plupart du temps, il n'y avait pas de céréales cultivées, il n'y avait pas de sucre industriel évidemment. C'était des protéines saines, des gras sains, de l'eau de qualité, des bons végétaux, et puis basta. Et des fruits, des sucres naturels qui venaient avec la fibre et qui avaient donc un effet protecteur. On va le voir dans un instant. Donc voilà tout ce que je voulais vous dire sur le sucre. C'est une vidéo qui est longue et j'aimerais maintenant qu'on a dépeint un tableau un petit peu peut-être frustrant, un petit peu peut-être culpabilisant. C'est pas le but non plus. Le but c'est de vous faire ouvrir les yeux et les oreilles. J'aimerais qu'on puisse maintenant passer à quelques solutions clés qui pourront vous aider à peut-être prendre les premiers pas dans une direction plus saine pour votre corps et votre mental. Donc voici maintenant quelques solutions qui pourront, j'espère, vous aider.
face à la malbouffe et face à l'excès de sucre. Donc, la première chose, c'est un changement de paradigme. Et si on changeait sa perception par rapport à l'alimentation? Et si on changeait sa perception de la nourriture et qu'on considérait la nourriture comme étant au service de notre santé, de notre corps, qu'on respecte, qu'on aime, qu'on chouchoute, au service de notre bien-être, et que cette nourriture, elle soit vraiment là pour nous nourrir profondément, nous soutenir profondément, nous donner du support, du cocooning aussi. Si on changeait déjà cette perspective et qu'on retrouvait donc le plaisir de se nourrir différemment, le plaisir de se nourrir avec de la densité nutritionnelle propre à notre physiologie, et le plaisir de cuisiner, de faire par soi-même les choses. Parce que la plupart des aliments qu'on trouve aujourd'hui chez les gens, c'est des choses toutes faites. Mais le fait de cuisiner, ça nous remet dans un peu plus de lenteur, certes. Alors, je ne suis pas en train de dire que tout le monde a le temps de cuisiner tous les jours, 3 fois par jour, mais je vous encourage à essayer au moins 1 fois par jour. Au moins. Faire par vous-même. Ouais. Des aliments qu'on fait soi-même. On a un peu perdu le nord par rapport à ça. Hein. Et nos ancêtres, ils se poseraient même pas très très loin. Nos grands-mères, nos arrière-grands-mères se poseraient peut-être la question de pourquoi. Alors, j'aime aussi dire, j'ai entendu cette expression il n'y a pas longtemps, si on préparait de la nourriture que nos arrière-grands-mères ou nos grands-mères reconnaissaient, seraient en capacité de reconnaître. Ah oui, ça c'est de la vraie nourriture, on n'est pas sur de l'industriel, ni sur du transformé, on est vraiment sur quelque chose qui est conforme à l'humain en fait. Alors la première, et donc du coup, pas du mou, pas de l'industriel, pas du gras, pas du transformé quoi. La première chose, c'est de vraiment s'orienter vers du vert, du végétal vert. Que ce soit cru ou cuit, on ne va pas rentrer dans le débat du cru ou du cuit, vers du vert, plus de vert. Parce qu'on peut dire plus de légumes, plus de fruits, évidemment, je vais le dire, mais j'insiste particulièrement sur plus de vert. Pourquoi plus de vert? Parce qu'il y a de la chlorophylle dans le vert. La chlorophylle, c'est essentiel aux plantes pour gérer tout ce qui est moisissure, tout ce qui est putrescence, et c'est essentiel pour nous aussi, pour gérer ces choses-là dans notre intestin. Donc ça nettoie l'intestin, ça rend l'écosystème intestinal beaucoup plus clean, beaucoup plus propre, beaucoup plus aéré. On dit que ça réoxygène l'intestin. Dans la chlorophylle, il y a une molécule magnésienne qui ressemble beaucoup à la molécule de l'hémoglobine dans notre sang. Au lieu du magnésium, nous on a du fer, ce qui fait que notre sang est rouge et que la chlorophylle, elle est verte. Et donc on sait que la chlorophylle, elle nettoie l'intestin, mais elle nettoie aussi le sang. Elle oxygène l'intestin, elle oxygène le sang. Donc pensez qu'elle a une capacité à vraiment nous mettre dans de bonnes conditions pour avoir un intestin et un sang en bon état. Et il faut savoir aussi que dans les feuilles vertes, c'est ça que j'entends par du vert, les feuilles vertes, ça peut être des salades, ça peut être des feuilles de chou kale, ça peut être des épinards, des jeunes pousses d'épinards, ça peut être des blettes, ça peut être toutes sortes de choux chinois ou choux avec, on va dire, un peu feuillus, les salades amères, les salades comme la roquette par exemple, les salades moins amères aussi, les fanes, on va trouver les fanes de carottes, les fanes de radis, les fanes de betterave. Tout ça, vous pouvez consommer. Vous pouvez même aller chercher, si vous connaissez un petit peu la cueillette sauvage, les jeunes pousses. On peut penser à l'ortie, on peut penser aux jeunes pousses de pissenlit, on peut penser aux jeunes pousses de gaillet-gratron, on peut penser aux jeunes pousses de... j'avais des pissenlits, je l'ai déjà dit, mais aux feuilles de violette, par exemple, aux feuilles de mauve, etc., etc. Il y a plein de choses dans la nature qu'on peut retrouver. Faites attention de bien vous renseigner au niveau de la cueillette sauvage au préalable. Mais dans le vert, on va retrouver de la chlorophylle, on va retrouver aussi une grande densité nutritionnelle au niveau vitamines, minéraux, enzymes, antioxydants. Il y a beaucoup d'antioxydants qui se cachent derrière le vert. Donc c'est pas parce qu'il y a du vert qu'il n'y a pas de la bêta-carotène, par exemple, des caroténoïdes, c'est-à-dire des pigments orange et jaune. Donc moralité, il y a une densité nutritionnelle absolument exceptionnelle. Il y a aussi autre chose. Il y a des acides gras très particuliers
qui, lorsqu'ils sont ingérés dans notre intestin, sont métabolisés, transformés par notre flore intestinale en acide butyrique. Et l'acide butyrique, c'est ce dont raffolent les cellules des parois de l'intestin. Donc pour avoir aussi une santé intestinale intègre, on va aller chercher ces principes verts, ces feuilles vertes, pour le fait qu'ils nourrissent aussi les parois intestinales. On n'a pas tous besoin de prendre de la glutamine pour resserrer nos jonctions dans l'intestin. Pour les personnes qui connaissent la glutamine, c'est un complément alimentaire la plupart du temps que les gens ingèrent pour ça. Donc le verre. Et le verre, c'est aussi de la fibre. Et on sait très bien que la fibre aujourd'hui, elle est essentielle à nous protéger des maladies de civilisation, le diabète, le cholestérol, donc tout ce qui est en lien avec trop de sucre aussi, mais la malbouffe en général, les mauvais gras. Donc du verre, de la fibre, des légumes, des fruits. Et bien évidemment, les légumes et les fruits viennent aussi avec des fibres, et ces fibres sont encore une fois protectrices. Donc ça va vraiment nous intéresser. J'ai beaucoup de personnes des fois qui me disent « Ah mais moi, le cru, je peux pas ». Parce que évidemment, je vous parle de cru, de cuit. Plus vous allez cuire, plus vous allez perdre des vitamines, certains antioxydants. En général, les minéraux, ça se conserve à la cuisson, certains antioxydants aussi. Vous allez perdre beaucoup de vitamines, certains antioxydants et les enzymes. Au-delà de 40 degrés de température, vous perdez ces choses-là. Donc il faut un peu de cru aussi pour pouvoir avoir ces vitamines intactes, ces enzymes intactes et ces antioxydants fragiles intacts. Et beaucoup de personnes me disent « Ah mais moi je peux pas, le cru, mon intestin, il n'est pas apte à… » Non, c'est pas que votre intestin n'est pas apte à. C'est qu'il y a eu un déséquilibre créé par soit de la malbouffe, soit du stress, soit que sais-je, qui a créé un déséquilibre dans localement l'écosystème intestinal qui fait que vous ne supportez pas les crudités. Mais il y a plein d'autres façons de manger les crudités, et moi en consultation j'oriente les gens vers les formes broyées s'ils ont du mal un petit peu avec les formes entières, broyées de légumes et de fruits. Donc ça peut être des compotes, ça peut être des soupes, ça peut être des purées, ça peut être des jus de légumes, et ça peut être des smoothies de légumes, toujours avec un petit peu de fruits additionnés, mais attention au jus de fruits, ça peut être dangereux, il y a trop de sucre. Donc on peut tout à fait, en cru comme en cuit, avoir des formes broyées ou des formes liquides qui nous permettent largement de gérer l'absorption intestinale sans aucun souci. Donc c'est pas une excuse en soi. Il y a plein de choses qui peuvent être faites, et ça, moi je travaille au cas par cas avec les personnes. Il y a aussi les fameux smoothies verts. Hyper intéressant, les smoothies verts, on n'y pense pas suffisamment. Donc toutes les feuilles vertes et les fanes et les jeunes pousses dont je vous ai parlé, vous pouvez les broyer dans un blender avec un petit peu de fruits et puis tout plein d'autres choses. J'ai pas le temps de rentrer dans le détail, et créer des super mix hyper nutritif, tout en gardant la chlorophylle, les pigments, les vitamines, les minéraux, les antioxydants, etc., etc. Ensuite, manger coloré, pas que vert. Donc on dit tout l'arc-en-ciel, en cru ou en cuit. Donc du bleu, du rouge, du jaune, du orange, tous les pigments, du violet qu'on va retrouver dans le monde végétal au niveau des fruits et des légumes. Je pense que vous comprenez un petit peu de quoi je veux parler. Pourquoi ? Parce que c'est riche en antioxydants, et donc ça va moduler le vieillissement du corps, calmer l'inflammation dans le corps, combattre les radicaux libres qui peuvent nous embêter dans les cas de grosses pathologies, et réduire le degré d'inflammation du corps qui est malheureusement trop important de nos jours. Évidemment, faites en sorte d'avoir de l'eau de bonne qualité, voilà, de l'eau filtrée à minima. Il y a tout plein de saloperies dans l'eau du robinet. Je ferme la parenthèse, même si beaucoup de gens n'ont pas envie de l'entendre. Encore une fois, l'idée du super-héros, ça ne va pas m'arriver à moi. On verra d'ici 10, 20, 30 ans s'il y a des séquelles. Des bons gras, des bonnes protéines. Alors très rapidement, que ce soit végétarien ou pas, les protéines végétales ou animales. Si c'est animal, plutôt des viandes maigres, des chars animales maigres, poissons. Si c'est végétal, vous pouvez vous tourner vers toutes les protéines que vous connaissez certainement déjà.
Et on peut très bien aussi utiliser donc les légumineuses, les céréales et faire plutôt par exemple un pas de pâte à partir de pâtes de légumineuses, des pâtes de lentilles corail qui sont beaucoup plus sympas que des pâtes blanches par exemple qui sont des sucres lents raffinés ou du riz blanc qui est un sucre blanc raffiné. Et voilà, des bonnes protéines, des bons, je sais pas, oui voilà, j'allais dire, je sais pas comment je suis arrivée à ce lien, des bonnes protéines, des bons sucres, donc des sucres complets, mais on va y revenir dans un instant, et des bons gras, c'est-à-dire des bonnes huiles végétales, des bons poissons gras si vous mangez du poisson, des bonnes sources non transformées, non chauffées, et en évitant un maximum des viandes ou des produits animaux riches en gras saturés, en particulier les viandes rouges, les viandes faisandées, etc., etc. Les poissons gras, c'est autre chose. Les poissons gras, c'est plutôt à intégrer, si tant est que vous ayez ce régime alimentaire-là. Il faut savoir qu'aussi qu'un apport de bonnes protéines et de bons gras va vous aider à réguler votre sucre sanguin. Ça va vous aider à donner la nourriture aux cellules aussi autrement et à réguler les envies de sucre. Et enfin, si vous avez des fringales de sucre, et on terminera avec ça, moi je travaille beaucoup avec les personnes individuellement en consultation pour les aider à voir toutes les alternatives aux sucres rapides et sucres lents raffinés. Donc encore une fois au niveau des sucres complets, aller vers des céréales auxquelles on n'a pas enlevé le germe ou l'enveloppe, ou si c'est compliqué pour vous au niveau digestif, aller vers du semi-complet à minima. Ça peut être des légumineuses, ça peut être des céréales complètes, semi-complètes, ça peut être des légumes farineux qui sont aussi considérés comme des féculents. Et puis au niveau des sucres rapides, eh bien, si vous devez vraiment vous y coller, choisissez des sucres sympas qui ne font pas trop monter la glycémie. Je pense en particulier au xylitol, qui est d'origine naturelle, qui est le sucre qu'on recommande aux diabétiques, ou à la stevia, qui est aussi végétale, ou au sucre de fleur de coco en petite quantité. De toute façon, tout sucre rapide, pris en excès, va avoir des effets embêtants pour la santé. Mais si vous avez vraiment besoin de sucre, eh bien misez sur les fruits. Ce sont des fruits avec des sucres naturels dans lesquels on a le sucre, certes, il y a du fructose, mais il y a aussi de la fibre. Et rappelez-vous, cette fibre, elle ralentit la montée de gras dans le sang, elle ralentit la montée de sucre dans le sang. Donc il y a une utilité à manger du sucre avec de la fibre. On se protège et on se met dans des conditions où on peut encaisser le fructose ou le glucose plus facilement. S'il y a des fringales, première règle, c'est de ne pas avoir de sucre rapide chez vous. Pas avoir de biscuits, pas avoir même peut-être de sucre lent, s'il faut aller jusque-là, raffiné. Pas en avoir chez vous. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de l'obsession. S'il y en a dans les placards, c'est fichu. Au moins les premiers temps de détox, de désaccoutumance. C'est une drogue, rappelez-vous. Deuxième chose, c'est qu'il existe tout plein de coupe-faim. Donc moi, je travaille avec plusieurs rituels coupe-faim, qui sont des gestes ou des pratiques de bien-être qu'on fait quand on a une montée d'envie, pour calmer, laisser passer l'envie et le moment. Je travaille aussi avec des aliments coupe-faim. Donc là, il s'agit d'avoir ces aliments coupe-faim sur vous à tout moment, prêts à dégainer. Autant on dit pas de sucre chez vous, autant on dit ayez des aliments coupe-faim sur vous à tout moment pour calmer l'ardeur, l'envie. En principe, il s'agit de protéines, ça cale bien, ou alors de fruits qui calent bien, de fruits additionnés d'eau. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais il y a toute une catégorie d'aliments qu'on peut utiliser là pour remplir, donner une sensation de satiété. Les fibres sont importantes ici aussi, les protéines également. Ensuite, il y a tous les aliments amers. Rappelez-vous que l'amertume, Cro-Magnon, était beaucoup plus habitué à l'amertume. Il avait l'habitude du goût amer beaucoup plus que du goût sucré. Nous, on a un truc dans nos sociétés aujourd'hui, on est drogué au sucre, donc l'amertume, on déteste la plupart du temps. Le seul amer qu'on tolère à peu près, c'est le café pour les personnes qui en boivent.
L'amertume, elle a un rôle hyper important sur la physiologie, je ne vais pas rentrer dedans maintenant, mais elle régule beaucoup de nos fonctions physiologiques. On a plein de récepteurs à l'amertume dans le corps, pas juste au niveau digestif. Et l'un de ces processus, c'est de calmer les envies de sucre. Plus on mange ou on goûte de l'amer, moins on a envie de sucre. On remplace, si vous voulez, le stimuli ou la perception sensorielle. Donc plus vous mangerez des aliments amers, ça peut être des salades amères, ça peut être du citron qui est à la fois acide et amer, ça peut être des boissons amères comme le romarin qui a une légère amertume, il y a plein d'autres boissons encore plus amères. Dès qu'on mange des aliments amers ou qu'on boit des tisanes amères, on calme l'ardeur, on calme cette envie. Donc souvenez-vous de ce petit truc. Et enfin, je dirais que si vous devez vraiment manger du sucre rapide, vous pouvez réduire dans une préparation de gâteau fait maison la quantité de sucre. Prenez une recette, regardez le poids total de la recette, regardez la quantité de sucre en comparaison et dites-vous, oui, je me rends compte qu'en fait, il y a un quart de la recette qui est du sucre, voire la moitié de la recette, c'est du sucre. En poids, la moitié de votre gâteau, c'est du sucre. Un quart du gâteau, c'est du sucre. Et donc, vous pourriez dire, je vais réduire de moitié la recette. Je vais réduire le sucre de moitié dans la recette. Ou, moi, personnellement, mais c'est moi, parce que j'y suis allée crescendo, ou décrescendo, et parce que dans la famille, on a des conditions qui font qu'on limite le sucre, eh bien, on descend à 10% de sucre pour une préparation de gâteau. Et au fur et à mesure, votre palais s'y habitue, je vous assure, parce qu'on peut se désaccoutumer aussi vite qu'on peut s'accoutumer. Peut-être pas aussi vite, mais on peut le faire, c'est progressif. Donc réduisez progressivement en diminuant les quantités de sucre par 2, puis de moins en moins, jusqu'à arriver peut-être à, comme moi, 10% de sucre, du poids du sucre dans le poids total d'une préparation de gâteau. Et puis si vous achetez des gâteaux tout faits ou des biscuits, lisez les étiquettes, regardez. Maintenant on a cet outil magnifique qui est la composition alimentaire sur laquelle on va retrouver 100 g de sucre, 100 g de produits. Alors ne vous trompez pas parce qu'il y a 2 colonnes. Il y a 100 g de produits avec toutes les valeurs de protéines, lipides, glucides dont sucre. Et puis des fois on a à côté une autre colonne avec pour 1 gramme ou pour 10 grammes. Donc référez-vous bien aux 100 grammes. Et quand vous regardez les 100 grammes, parfait, ça correspond à 100%. Et vous descendez à la ligne du sucre et vous voyez si on est à 12 grammes de sucre, ce qui est tout à fait correct, ou si on est plutôt à 25, 30, 35, 40, 45 grammes de sucre, c'est-à-dire 35, 40, 45% du produit en poids du sucre. Et je pense que ça va vous éveiller par rapport à vos choix d'achat en boutique, et que vous pourrez faire des choix plus avisés peut-être en ouvrant grand les yeux sur les étiquettes. Le mot de la fin, c'est que bien sûr tout ce dont je vous ai parlé, on se base sur une alimentation bio. Pour moi, ça coule de sens. Beaucoup de gens ne sont pas forcément convaincus par le bio, mais j'ai envie de dire c'est moins pire que des produits sur lesquels on a mis des pesticides. Voilà, après chacun voit comme il le souhaite. Et oui, c'est un peu plus cher, mais comme on dit souvent, vous voulez investir dans quoi? Dans votre santé ou plutôt dans, plus tard, des troubles de santé, et il y aura un investissement financier à faire là aussi. Voilà. Donc voilà quelques pistes, il y en a 1000 autres au niveau alimentaire, mais je ne voulais pas vous surcharger non plus, la vidéo est déjà longue. Ce sont des bases qui sont faciles, qui sont des prémices qui vous permettront déjà de retrouver un équilibre digestif. Et puis vous allez certainement voir tout plein d'autres changements, beaucoup qui vont se répercuter un peu comme l'effet domino ou boule de neige. Et puis ce sont surtout des clés alimentaires qui sont propres à notre physiologie, propres à notre nature profonde et qui vont vous permettre de réduire cette accoutumance à la malbouffe et au sucre. Je vous remercie pour l'attention que vous avez portée à cette vidéo jusqu'au bout. Pour les personnes qui sont là, bravo, chapeau.
C'est un peu comme la désobéissance sociale que d'arriver jusqu'ici. Et si jamais mes accompagnements vous intéressent, vous pouvez retrouver tout le détail sur mon site internet mynaturel.fr. Je m'adresse particulièrement aux personnes sensibles, donc qui pourraient être sensibles à ce genre de choses. Et puis je vous dis à tout bientôt pour les 3 autres saboteurs qui seront le béton, le digital et le stress. Merci encore et à tout bientôt.